Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous hashtag partenaire sur le pouce, donc qui est là pour un petit peu vous présenter les ressources que vous pouvez mobiliser sur la Seine-et-Marne Nord, qui est donc organisée tous les mois par le DAC, dispositif d'appui à la coordination de Seine-et-Marne Nord. Donc aujourd'hui, notre séance est consacrée au CSO Île-de-France Centre, donc le centre spécialisé de prise en charge de l'obésité. Nos intervenantes sont Madame Ève Desnoyers et le professeur Judith Aron, qui vont se présenter juste après. Juste un petit rappel alors pour les règles de fonctionnement. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes, 1 heure grand maximum. Nous allons déjà démarrer par la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire au fil de l'eau dans le chat ou vous pourrez les poser sur le temps dédié à la fin de la séance. Pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez y accéder facilement pour éventuellement des collègues, d'autres personnes de votre entourage qui souhaiteraient le revisionner. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Vas-y, Ève. Non, vas-y, je t'en prie. Donc, l'idée avec Ève, on travaille toutes les deux au CSO Île-de-France Centre. Les CSO, je ne sais pas pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, donc il y en a 37, c'est prise en charge de l'obésité, centre spécialisé de prise en charge de l'obésité, dont Ève est la coordinatrice et dont je suis un des médecins temps plein. On va vous présenter les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé auxquelles j'ai participé pour la prise en charge des obésités dans les niveaux 2 et 3. Et Ève va d'abord nous présenter un peu le CSO, puis on va vous donner des exemples de parcours de soins. Effectivement. Donc, moi, je suis d'abord un peu désolée pour ma voix, puisque j'ai une extinction de voix, comme vous l'entendez certainement. Donc, je suis coordinatrice du centre spécialisé obésité Île-de-France Centre. Donc, effectivement, il y en a 37 en France et 4 en Île-de-France. Tu veux que je te passe ta diapo, Ève ? Je veux bien. Donc, je vais vous présenter donc, en premier notre centre spécialisé qui est celui du centre. Donc là, je vous ai mis une petite cartographie. Donc, le CSO centre correspond à toute la zone qui est en vert et va regrouper différents centres hospitaliers. Donc, on va avoir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où travaille notamment le professeur Judith Aron. On va retrouver l'hôpital Ambroise Paré, Armand-Trousseau, la maison des adolescents, l'hôpital Necker, le CHU de Créteil pour la prise en charge pédiatrique, et puis 2 SSR, celui de Berck et un autre à Hendaye. Donc, l'établissement porteur de notre centre spécialisé obésité est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et le bureau du CSO est composé à la fois d'un coordinateur administratif qui est moi-même, mais aussi de médecins spécialisés, donc un médecin référent en obésité, le professeur Aubert, un chirurgien référent, le docteur Torsivia, et un pédiatre référent qui est le professeur Tougnan. Et donc, comme je le disais, il y a 4 CSO sur l'Île-de-France. Et pour le CSO du centre, du coup, il va intervenir à la fois sur le territoire de Seine-et-Marne, Paris, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine. Donc, notre centre spécialisé a donc des domaines d'expertise, donc évidemment sur les obésités sévères et ou complexes, les obésités rares aussi d'origine génétique, pour la prise en charge aussi de la grossesse et de l'infertilité dans un contexte d'obésité, la chirurgie bariatrique et aussi pour les obésités pédiatriques qui sont aussi sévères. Donc, les CSO interviennent surtout en 3e recours, comme ça va être expliqué juste après par Judith, avec les différents niveaux de recours. Donc, un patient, en tout cas, il sera toujours en contact avec le 1er et le 2e recours. Et selon la complexité, peut être aussi en contact avec le 3e recours. Et du coup, je laisse la main à Judith pour justement parler des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et selon les différents niveaux. Merci, Ève. Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche pas très bien le passage des slides, mais on va y arriver. Donc, c'est ce document qui est paru en juin dernier. C'est 1 année et demie de travail. Je vais revenir dans le détail.
Juste pour vous rappeler qu'en France, la gradation des soins, en tout cas pour la prise en charge de l'obésité, c'est premier recours qui contient, je ne sais pas si on voit ma flèche, des médecins généralistes, des médecins scolaires, des infirmières, des psychologues, de l'APA, des diététiciennes. Ça, c'est le premier recours. Le deuxième recours, c'est plutôt des médecins spécialistes, mais qui travaillent en ville, des réseaux de santé et puis certains centres hospitaliers qui ne sont pas des CSO. Et enfin, le troisième recours, plutôt CSO et puis SSR obésité. Jusque-là, en France, il y avait donc ce document HAS de 2011 qui permettait de traiter du surpoids et de l'obésité modérée. Il y avait pour le deuxième recours les recommandations chirurgicales de l'obésité qui étaient deuxième et troisième recours. Il y a peu de temps, il y a eu la prise en charge de l'hyperphagie boulimique depuis 2019 qui traite qui est dans tous les niveaux de recours possibles. Et puis 2020, note de cadrage de HAS sur laquelle je vais revenir avec proposition de travailler sur la prise en charge médicale des obésités pour le deuxième et le troisième recours. Et donc, en fait, c'est un groupe de travail assez large. Donc, ma collègue Marie-Claude et moi-même avons écrit l'argumentaire après que la note de cadrage HAS ait défini les grandes lignes de ce que devaient contenir ces recommandations. Tout ça présidé par deux professeurs, Éric Bertin et Jacques Delarue, avec un groupe de travail à l'HAS, un chef de service, une chef de projet, des documentalistes qui sortaient la bibliographie. Et puis, tout cet argumentaire et ces propositions de recommandations étaient validés ensuite presque tous les trimestres par un groupe de 26 membres. Et à l'issue du travail, un groupe de relecture indépendant a à nouveau annoté le travail, reviewé le travail, et on a pris en compte les propositions de modification pour établir le document final qui a ensuite permis de faire la gradation des recommandations, c'est-à-dire selon le niveau de preuve connu de la littérature proposée. Et, excusez-moi, je reviens là, et le document est donc sorti en juin, après pas mal d'étapes aussi au niveau de la HAS. Donc, ça, je vais peut-être pas revenir dessus pour des questions de temps, mais finalement, les personnels impliqués dans les différents niveaux de recours n'ont pas été tellement modifiés, si ce n'est qu'on a mis l'accent sur la nécessité d'avoir des psychologues ou des psychiatres dès le niveau 1, parce que finalement, que ce soit pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire ou pour la prise en charge des troubles de l'humeur, il y avait un besoin au cours de la prise en charge de l'obésité. Alors, la grosse nouveauté de ces recommandations, et ça vient d'un travail qu'on avait fait au sein des centres spécialisés obésité, c'est qu'on est censé voir les patients les plus sévères, mais on n'avait pas de classification réellement reconnue pour dire quel patient rentrait dans quel niveau de soins, et ça, c'était une des demandes de la Haute Autorité de Santé. Voilà, ça, c'était la note de cadrage qui expliquait bien qu'il fallait graduer les soins en allant au-delà de l'indice de masse corporelle qui était présent initialement. Et donc, tout le travail qui a été fait à la HAS, c'était de regarder toutes les classifications internationales qui allaient au-delà de l'IMC comme proposé par cette note de cadrage pour pouvoir classifier les patients de manière un peu plus pertinente et prendre en compte leur sévérité et pas seulement l'indice de masse corporelle. Alors, je vais peut-être passer rapidement là-dessus pour n'arriver que là. Il y en a plusieurs des classifications internationales. Celle qui fait la plus référence, celle utilisée au Canada qui s'appelle la classification d'Edmonton, qui avait la particularité, au lieu de s'adresser juste à l'IMC, de regarder le retentissement médical, mental et fonctionnel de l'obésité dans les gestes de la vie du quotidien et dans la santé mentale en général. Et en fonction de la sévérité de ces trois éléments, on arrivait à 4, enfin même 5 stades différents, et ces 5 stades avaient une proposition de prise en charge qui était différente. L'autre intérêt de cette classification, c'est qu'elle a été évaluée quant au fait que quand on est classé stade A ou stade 4, on n'a pas la même consommation médicamenteuse, on n'a pas les mêmes complications de l'obésité, etc. Néanmoins, cette classification, elle avait certaines limites dans son utilisation en France, sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir. Et donc, il a été proposé, alors sur mon écran, malheureusement, je ne vois qu'une partie de la slide, je vais faire comme ça. Donc ça, c'est la recommandation 1 de la Haute Autorité de Santé, c'est d'aller au-delà de l'IMC
et de prendre, vous voyez, des critères qui sont bien plus larges. Alors, le tour de taille, le niveau de sévérité des pathologies associées, c'est-à-dire les comorbidités de l'obésité, le retentissement fonctionnel, donc principalement la mobilité, en fait, le contexte psychopathologique, l'existence d'un handicap, le comportement alimentaire avec la classification de la sévérité du trouble du comportement alimentaire potentiel, le retentissement sur la qualité de vie personnelle ou professionnelle. Et évidemment, cette gradation se fait en accord avec le patient. Et alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ce tableau assez compliqué. Donc, je ne vais pas le détailler complètement, mais je pense qu'il a un intérêt majeur. Un patient va pouvoir rentrer dans ces 7 colonnes de phénotypage, ce que je vous ai cité à l'instant: IMC, retentissement médical, retentissement fonctionnel, troubles psychopathologiques, l'étiologie, la cause de l'obésité, en fait, qui induit pas le même traitement, le comportement alimentaire et la trajectoire. Est-ce qu'on est sur un 5e échec? Est-ce qu'on est sur un début de prise en charge? Et ce que vous voyez ici en coloré, ce sont les différents stades de sévérité. Donc, il y a 5 stades de sévérité de l'obésité. Niveau 1A, 1B, pris en charge dans les niveaux 1. Niveau 2 de sévérité, pris en charge dans le niveau 2. Et stade 3 et 3B, pris en charge dans les niveaux 3. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la classification, mais elle est relativement finalement simple à utiliser. Il suffit de cocher une case de ce tableau pour rentrer dans le niveau concordant. Alors, c'est beaucoup trop petit, puis on pourrait passer 1 heure entière à détailler ce tableau, donc je préfère qu'il y ait des questions éventuellement. Mais vous voyez, il suffit de cocher cette case-là avec cette IMC-là, par exemple, pour être pris en charge dans les niveaux de recours 1. Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'en fait, il a été décidé de ne pas cantonner les patients dans un niveau de recours, mais de pouvoir les faire bouger en haut comme en bas, en fonction de leur prise en charge. Et l'objectif, c'est surtout de pouvoir permettre de les prendre en charge dans un niveau inférieur que le niveau initial, donc de revenir en arrière. Et dans le sens inverse, si on est en échec de la prise en charge médicale bien conduite au bout de 6 à 12 mois, eh bien, le patient peut avoir recours au niveau de soins supérieur. Donc, si on est au niveau 1, passer au niveau 2, et dans le niveau 2, passer au niveau 3, dans 2 cas possibles. Le premier, c'est une évaluation, une expertise ponctuelle, puis retour dans son niveau initial d'adressage, ou alors, pour des cas plus complexes, pour un accompagnement au long cours dans le niveau de prise en charge supérieure. Alors, définir l'échec, c'est loin d'être simple. Il n'y a pas de données consensuelles dans la littérature. On a été obligé de se focaliser sur ce que les études cliniques de recherche clinique en nutrition proposaient comme un succès. Le succès était défini la plupart du temps comme 10% de perte de poids avec son maintien à 1 an. Et donc, comme il n'y avait pas de définition de l'échec, on a fini par décider que l'échec, ce serait la perte de moins de 5% et l'absence de maintien à 1 an. Et on a ajouté aussi des éléments de manière à ne pas cantonner les patients dans une prise en charge ou un niveau de recours spécifique. Des patients qui poursuivraient la prise de poids pour être adressés dans un niveau supérieur, les gens qui sont incapables de modifier durablement leur comportement, ou qui ne sont pas capables de maintenir le poids perdu ou qui aggravent les complications de leur obésité malgré le fait qu'ils aient perdu un petit peu de poids. Donc, essayer de faire un système relativement fluide et permettre quand même que tous ces patients soient bien pris en charge parce qu'on sait que les niveaux de recours ont un certain nombre de médecins dans chacun des niveaux et qu'on ne peut pas non plus dépasser les capacités de prise en charge. Donc ça, c'était la première étape, c'était définir des profils patients. Une fois qu'on a défini ça, l'idée, c'était de définir qu'est-ce qu'on évalue chez chacune de ces personnes, à la première prise en charge. Je rappelle que pour les recos de 2011, il fallait juste faire un bilan lipidique et une glycémie à jeun pour les patients au-dessus de 45 ans. Donc finalement, une évaluation assez modeste. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais juste pour vous rappeler que l'obésité, malheureusement, c'est associé à un certain nombre de maladies chroniques très vastes qui concernent l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales pour certaines. Et donc, on a essayé d'établir des recommandations pour dépister l'ensemble de ces complications. Donc, on dépiste le diabète au moins la première fois, et puis en fonction du fait qu'on ait trouvé soit un diabète, soit un prédiabète, on surveille annuellement, ou alors on espace la surveillance.
Pour la tension, on a des patients qui ont une corpulence spécifique. On a bien insisté sur le fait que la tension doit être prise avec un brassard adapté et que si on n'a pas de brassard adapté, on peut la prendre à l'avant-bras pour la mesurer correctement. Je vais focaliser peut-être sur 2-3 points parce que c'est 200 pages de recommandations, donc c'est difficile de faire un point synthétique. On va peut-être insister sur une chose importante qui sont les troubles du sommeil, relativement fréquents dans cette population. Donc, il faut dépister la qualité du sommeil. Est-ce que les gens se reposent correctement? Pour ça, il suffit de poser 3 questions qui sont bien détaillées dans l'argumentaire et dans les recommandations. Et puis, rechercher des signes cliniques d'apnée du sommeil. Je rappelle que dans les niveaux 3 de prise en charge de l'obésité, on a environ 75% des patients qui ont une apnée du sommeil authentique. Et donc ensuite, on a essayé de classifier les gens selon leur sévérité. Donc vous voyez un peu d'IMC, mais c'est bien normal. Donc on dépiste systématiquement l'apnée du sommeil si les patients ont des signes, alors même qu'ils ont un IMC que à 30. Mais en revanche, vous voyez ici que chez des patients qui ont un IMC à 35, même s'il n'y a pas de signe clinique, on dépiste quand même l'apnée du sommeil avec une évaluation polygraphique parce qu'en fait, il y a des patients qui sont asymptomatiques. La plupart des explorations pourront être faites par des systèmes polygraphiques non invasifs. Une autre maladie à rechercher, c'est le syndrome d'obésité-hypoventilation. Donc ça, il suffit de faire des gaz du sang. Et les gaz du sang, on les propose selon l'indice de masse corporelle. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails et les cut-offs. Je pense que ce n'est pas forcément l'objectif aujourd'hui. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, il y a une maladie qui devient de plus en plus prévalente, c'est ce qu'on appelle la stéatopathie non-alcoolique hépatique. C'est bientôt la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Donc, il faut la dépister, savoir s'il y a de la stéatose. Donc, ça, on peut faire une échographie ou faire des tests non-invasifs sanguins qui ne coûtent pas très cher avec des calculateurs qu'on trouve sur Internet, qui nous donnent 2 types de réponses. Il n'y a pas de stéatose, mais on contrôle à 3 ou 5 ans selon l'évolution des patients. Il y a de la stéatose. La stéatose, ce n'est pas grave. En revanche, ce qui fait la gravité, le pronostic de la maladie, c'est le fait d'avoir de la fibrose hépatique. Et donc là, on peut utiliser, pareil, des scores non-invasifs qui contiennent les azates, alates, gamma-GT, plaquettes, albumine, c'est-à-dire des choses pas très chères à doser finalement. À l'aide de calculateurs qu'on trouve sur Internet, on peut se retrouver dans 3 situations. En vert, il n'y a pas de fibrose, on est tranquille, on continue de surveiller le malade tranquillement. En jaune, on ne peut pas conclure, on est dans une étape intermédiaire. Donc là, il faudra peut-être adresser à l'hépatologue. Et en rouge, on sait qu'il y a de la fibrose. Et là, ça devient grave. Il faut avoir un avis hépatologue. Certains centres peuvent explorer un peu mieux ces patients ici et adresser un peu moins les patients aux hépatologues. Bon. Donc là, je vais essayer de passer assez rapidement. Il faut dépister toutes les autres complications, l'arthrose. On a eu des gens dans le groupe de travail qui nous ont quand même bien signalé que l'arthrose des mains, en fait, est assez fréquente dans l'obésité. Il faut poser la question. Rappeler que l'activité physique adaptée, progressive, est intéressante en termes antalgiques, y compris chez les patients qui ont de l'arthrose et qui ont de l'obésité. Et si on n'est pas capable de faire de l'activité physique adaptée, on peut faire une prescription pour de la kinésithérapie. Voilà. Et dernière chose que disent aussi ces recommandations, on nous adresse souvent des patients à qui on doit mettre des prothèses de genoux, de hanches, et à qui on nous dit qu'il faut qu'ils perdent 40 kilos pour réussir à mettre cette prothèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, les prothèses, c'est plus à risque chez les personnes en obésité sévère, mais en fait, il n'a pas été démontré que si on perd 10% du poids, on améliorait le pronostic. Donc, on a fait cette recommandation de manière à pouvoir discuter avec les orthopédistes et avoir un projet de soins qui soit rationnel et réaliste. On a insisté sur le fait que malheureusement, l'obésité est aussi associée à la survenue d'une maladie rénale. Donc, on fait un dépistage annuel. Qu'il faut bien faire le dépistage des cancers, puisqu'il y a 14 cancers qui sont plus fréquemment présents chez les personnes atteintes d'obésité. Alors, il n'y a pas de test spécifique à faire en dehors des âges habituels pour tous les autres malades, mais en tout cas, chez les patients atteints d'obésité, il faut s'assurer qu'en effet, le dépistage mammographique et le dépistage du cancer du côlon est bien réalisé, ce qui n'est pas toujours le cas pour des questions de faisabilité.
Dernière chose très importante, évaluer à chaque consultation la qualité de vie et le retentissement sur la qualité de vie des patients. Donc, une exploration qui est, comme vous le voyez, assez large. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a évalué le retentissement médical fonctionnel de l'obésité, il faut évaluer la composante alimentaire, psychique, sociale, autonomie, afin d'ensuite pouvoir proposer une prise en charge qui soit personnalisée et adaptée. Alors, pour la prise en charge du comportement alimentaire, il faut évidemment évaluer tous les signaux, prandiaux, extraprandiaux, rechercher des troubles du comportement alimentaire. Et il a bien été précisé qu'il faut une évaluation clinique précise en recherchant bien les signaux de faim, de satiété, de rassasiement, leur respect, et évaluer la présence de troubles du comportement alimentaire, en particulier à type d'hyperphagie boulimie, qui sont relativement fréquentes dans cette population. Par ailleurs, il y a aussi une grande fréquence en fait, des comorbidités psychiatriques, soit troubles de l'humeur, de l'anxiété, des addictions, troubles de régulation des émotions, du psychotrauma. Donc, tous les patients n'ont pas besoin d'une évaluation psy, mais il faut savoir y penser et la demander, donc uniquement si nécessaire, bien sûr. Mais quand elle est nécessaire, elle doit évaluer la dimension psychique globale de la personne et être réalisée par une psychologue ou un psychiatre qui soit formé aux problématiques psychiques et comportementales en lien avec l'obésité et conduire, ça fait l'objet de pas mal de discussions, à un compte-rendu détaillé qui permette de pouvoir travailler en équipe et avoir un contexte de coordination des soins. Le contenu sera bien évidemment défini en accord avec le patient. Je vous ai parlé d'évaluer aussi l'aspect social. Pour rappel, il y a un gradient social fort au cours de l'obésité, malheureusement. Et donc, certains patients peuvent être dans les couches socio-économiques les plus basses et ça peut impacter, bien évidemment, la prise en charge. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir recours à un accompagnement social pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et ce, quel que soit le niveau de prise en charge, ce n'est pas réservé au niveau 2 et 3. Et puis enfin, dans les obésités les plus sévères, il peut y avoir des difficultés importantes pour la réalisation des gestes du quotidien. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre l'avis d'un professionnel spécialisé dans le handicap. Ça peut être des ergothérapeutes, mais pas que, pour avoir une évaluation et voire même une proposition de prise en charge spécialisée. Alors, là, on a détaillé l'ensemble des complications médicales, toute la sphère alimentaire, psychologique, etc. Maintenant, quelle est la prise en charge? Donc, c'est pareil, sur un temps court, il est difficile de tout détailler, mais je pense que le plus important, c'est de revenir sur la recommandation 29, qui était que l'objectif d'une prise en charge de l'obésité, ça ne se résume pas à perdre du poids. Ça concerne aussi, et peut-être même surtout, l'amélioration des comorbidités, des facteurs de risque, de la qualité de vie et de la mobilité. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment globale et qui est pluriprofessionnelle. D'autre part, l'indication de perte de poids, elle doit être posée au cas par cas et adaptée au patient. En fait, pour améliorer les troubles de la glycémie, il faut 5 à 10% de perte de poids. Pour améliorer la mobilité, il faudra 15%. Et donc, c'est un objectif qui doit être vraiment personnalisé, en accord avec le patient et en accord aussi avec ses possibilités d'investissement. Et puis, avoir une attention spécifique chez les personnes plus âgées pour lesquelles, certes, un amaigrissement peut éventuellement améliorer la mobilité, mais avec le risque quand même qu'une perte de poids peut aggraver soit une dénutrition, soit une sarcopénie. Donc, bien être attentif à ne pas proposer des objectifs identiques à tout le monde. Et donc, la prise en charge de l'obésité, elle est stratifiée. On parle d'abord évidemment de l'équilibre alimentaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a des propositions d'activité physique. Alors, je crois que j'avais fait défiler des choses. Peut-être que je peux faire comme ça. Sur la partie prise en charge alimentaire, il faut respecter les signaux de faim, de rassasiement, de satiété, prendre en compte la composante alimentaire, essayer d'obtenir des modifications alimentaires qui soient en accord avec le PNNS et les recommandations proscrivent les régimes déséquilibrés et très restrictifs. Ces recommandations ont aussi mis l'accent sur l'intérêt d'une alimentation méditerranéenne, du fait de ses bénéfices pour la santé. Évidemment, pour induire une perte de poids, il faut associer aussi une petite restriction calorique.
je parlais des objectifs d'activité physique. En fait, il n'existe pas pour l'activité physique de recommandations spécifiques pour la personne atteinte d'obésité. Ce sont celles reconnues en général. Et donc, ces objectifs doivent être atteints progressivement, adaptés aux capacités des personnes, et sont les suivantes: 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée, ou alors la moitié moins d'activité plus intense, ou une association d'un équivalent des deux, et ajouter du renforcement musculaire 2 fois par semaine et rompre les périodes de sédentarité. Donc, soit par le biais de SSR, par exemple, soit de programmes d'activité physique à l'extérieur, soit par le biais de prescriptions de kinésithérapie pour les personnes qui ne sont pas en mesure de pratiquer de l'activité physique adaptée. Donc, les moyens, voilà, je vous le disais, on peut avoir recours évidemment à l'ETP. Le groupe Parcours Obésité, il y a un nouveau groupe à l'HAS qui va bientôt paraître, a bien établi que déjà l'ETP peut être proposé dès le niveau 1 de prise en charge. Et puis après, il y a des SSR qui proposent aussi ce type de solutions thérapeutiques. Pour ce qui est de l'évaluation psychologique et de sa prise en charge, on en a parlé tout à l'heure, et à l'issue de l'évaluation, il y a une proposition de soins qui doit être proposée, si elle est nécessaire. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Et puis, peut-être la dernière nouveauté sur cette prise en charge de l'obésité, c'est que jusque-là, il n'y avait pas vraiment de médicaments disponibles en France. C'est moins vrai aujourd'hui, puisqu'il y a quand même eu pas mal d'innovations thérapeutiques. Il y a encore beaucoup de choses en développement actuellement, avec des perspectives pour le futur. De nombreux essais randomisés contrôlés, des méta-analyses, des études en vie réelle qui ont quand même montré l'intérêt des analogues du GLP-1 en particulier, sous des formes quotidiennes, sous des formes hebdomadaires comme la dernière ici présente. Donc, j'ai essayé de faire un résumé. Je ne suis pas sûre que l'objet de cette réunion soit de détailler vraiment l'efficacité de ces médicaments, mais ils sont efficaces quand on les a et qu'on les maintient. Et donc, et le fait est aussi que ces médicaments ont eu des autorisations de mise sur le marché européenne et d'accès précoce en France. Et donc, ça a conduit le groupe de travail à proposer cette arme thérapeutique supplémentaire, finalement, que représentent les médicaments, qu'on peut débuter un traitement médicamenteux dans les niveaux 2 et 3 uniquement, s'il y a eu un échec de prise en charge nutritionnelle bien conduit, ou alors d'emblée chez certains patients, par exemple ceux dont l'obésité compromet l'autonomie ou altère la fonction d'un organe de manière majeure, ou pour lesquels les patients ont du mal à changer leur mode de vie, on peut s'aider de ce type d'arme thérapeutique. Alors évidemment, si ça ne marche pas, on l'arrête. Et puis, il y a une dernière ligne ici aussi pour un médicament uniquement dédié aux formes rares d'obésité qui sont prises en charge dans le niveau 3 et qui peuvent permettre d'aider quand même à la prise en charge thérapeutique de ces patients. Voilà, donc tout ça pour vous montrer, j'ai essayé de faire très court, ce qui n'est pas simple, que ces recommandations mettent en exergue le fait qu'on est plein de professionnels impliqués pour prendre en charge ces patients, qu'il y a cette nouveauté d'avoir établi une classification qui permet de faire un profil de sévérité des patients, qui permet leur adressage, mais probablement d'un peu mieux comprendre aussi ce que c'est que la démographie de l'obésité aujourd'hui. Il faut des évaluations cliniques, détaillées, mais sur tous les aspects. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. La prise en charge, elle doit s'adresser à l'ensemble de ces paramètres. Et puis, il y a ce dernier ajout qui sont les médicaments, ce qui est plutôt peut-être pas si mal. Donc, l'HAS continue de travailler sur ce sujet. Donc là, je vous ai parlé des recommandations médicales. Sachez que le groupe de travail s'est élargi avec une nutritionniste supplémentaire et 3 chirurgiens additionnels pour remettre à jour les recommandations chirurgicales de l'obésité. Et puis, alors, elle n'est pas complètement à jour, cette slide, puisque le groupe chirurgie métabolique vient de donner ses conclusions et d'ouvrir la chirurgie métabolique aux patients diabétiques entre 30 et 35, selon certaines conditions. Et puis, il y a un dernier groupe, je vous en ai parlé rapidement, le groupe Parcours de soins, qui va proposer quels sont les professionnels et sans doute selon quel type de forfait la prise en charge peut être conduite. Voilà. Alors, je ne sais plus, c'est toi, peut-être, Ève, qui reprend la main sur cette slide. C'est ça. Après, je ne sais pas si tu souhaitais ajouter un petit mot de conclusion.
J'avais 2-3 slides d'exemples de parcours, mais je pense, non, la conclusion, je l'ai donnée, on répondra aux questions, je pense. Ça marche. Après, donc, sur le CSO, c'était pour reprendre un peu les différents parcours qui peuvent être proposés aux patients. Donc, il y a à la fois des parcours chirurgicaux qui vous seront décrits par Judith et aussi des parcours non chirurgicaux, puisqu'en CSO peuvent être suivis aussi des patients qui ne souhaitent pas bénéficier d'une chirurgie, bien entendu, puisque, comme on a pu le voir, la chirurgie est un des éléments thérapeutiques qui peuvent être proposés, mais pas voilà, qui s'adresse ensuite en fonction des besoins, des attentes des patients. Donc, en tout cas, quand vous souhaitez adresser des patients au sein du CSO, donc l'adressage, il se fait via le médecin traitant avec un formulaire. Donc, bon, là, c'est un petit peu petit, mais on vous le transmettra en PDF à la suite de cet échange, où en fait, il suffit de le remplir, donc le patient avec son médecin traitant, et de l'adresser ensuite au CSO. Donc, il y a une adresse mail dédiée qui est inscrite sur ce formulaire et il est à renvoyer. Après, le dossier donc, est étudié et si le patient a tous les critères pour être admis en CSO, notamment les critères de niveau 3 qui ont été décrits précédemment, eh bien, une consultation médicale va lui être proposée. L'idée de cette consultation médicale, c'est de faire vraiment un bilan d'expertise dans l'ensemble des dimensions qu'a présenté Judith précédemment, afin de définir en fait un parcours de soins qui soit personnalisé vraiment en fonction des besoins du patient et aussi de ses attentes. Donc, suite à ça, va se mettre en place un parcours qui lui sera propre en fonction des différents outils qu'il peut y avoir à disposition. Donc, le médecin peut proposer une hospitalisation de jour pour pousser des examens ou même une hospitalisation de semaine, ou bien mettre en place un suivi après qui se ferait au sein d'un SSR, ou alors mobiliser d'autres acteurs avec qui on travaille sur le territoire. Donc vraiment, ces différentes hospitalisations qui peuvent être proposées, l'hospitalisation de jour ou de semaine, c'est effectivement pour pousser les examens médicaux, mais aussi pouvoir faire un bilan, notamment avec un psychologue, avec un diététicien et un éducateur aussi en activité physique adaptée. L'idée, c'est vraiment d'évaluer ou de faire le bilan et de rediriger vers la ville ou bien vers un SSR si besoin. Donc vers la ville, on va… Je me permets juste Bien d'ajouter, sûr. Ève, donc non seulement faire le bilan, mais établir un projet personnalisé de soins qui compte, entre autres, d'adresser dans la ville vers un SSR, mais pas que. Enfin, vraiment, c'est un projet personnalisé. C'est ça, c'est en fonction vraiment des besoins et des attentes. Et ça peut être aussi le réadressage vers des partenaires qu'on a en ville. Donc, ça peut être soit vers des professionnels de santé qui exercent en libéral, des CPTS, ou encore vers le réseau de santé Ronde pour la prise en charge de l'obésité de l'adulte, ou ENDAT, qui est une association plutôt axée sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, vraiment, le médecin, au cours de cette consultation, va mobiliser un petit peu ces différents éléments pour construire en fait le projet de soins personnalisé qu'évoquait Judith. Bon. Ça, c'est pour le parcours non chirurgical. Et après, il y a effectivement l'option chirurgicale pour ceux qui le souhaitent. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Premièrement, donc, je vous ai dit, les recommandations vont changer et vont paraître en juin 2023 sans doute. Juste pour vous montrer ce que c'est qu'un parcours un peu codifié. Donc, quand une personne demande une chirurgie bariatrique, on en évalue sa pertinence, nous, au cours d'une hospitalisation de jour, qu'on a appelée JOB, orientation bariatrique. Ils sont préparés pendant les 6 à 12 mois réglementaires minimum, comme le recommande la Haute Autorité de Santé. Il y a une réunion pluriprofessionnelle pour décider de cette intervention. Le temps opératoire est très court et l'HAS nous demande ensuite un suivi à vie. Donc ça, c'est les grandes lignes du suivi recommandé par la Haute Autorité de Santé. Je vais peut-être passer ça, mais pour vous montrer que quand on… Enfin, ça, c'est tout ce qu'on met en place dans le service en termes de préparation à cette intervention.
avec des consultations régulières, un hôpital de jour ici systématique au début de la prise en charge, et puis la décision de chirurgie qui conduit à une hospitalisation courte de 2 jours et demi avant l'intervention pour refaire de l'ETP et adresser au chirurgien et s'assurer que l'ensemble du bilan a bien été réalisé. Et je pense le plus important dans ce parcours, c'est finalement le suivi à vie qu'on a essayé de codifier de cette manière. Donc l'ensemble des patients sortent aux différents temps de leur suivi avec ce type de fresque pour qu'ils puissent se repérer, les coordonnées des différents services et professionnels impliqués. Et le patient sait à l'avance qu'il sera revu à tous ces temps de consultation. Il y a des hôpitaux de jour aussi en bleu, par différents types de professionnels. Dans le service, on a choisi de faire des choses en alternance. Donc, une fois le médecin, l'année suivante, le médecin, la fois suivante, le chirurgien. On a aussi développé dans le service des protocoles de coopération où les infirmières sont autorisées en lieu et place des médecins à suivre des patients dits simples opérés de chirurgie bariatrique. Et c'est le type de professionnels qui peuvent s'ajouter ici en lieu et place du médecin ou du chirurgien en alternance toujours. Voilà, c'était surtout pour vous montrer un exemple de ce que c'est que cette codification qui réunit donc et le service de chirurgie et ses partenaires et le service de nutrition de la Pitié. Voilà. On vous remercie pour votre attention et votre écoute.